Le 12 juin, Israël a lancé l'opération Lion-Levant en Iran. En l'espace d'une journée, plusieurs hauts responsables iraniens ont été tués et certains des sites nucléaires les plus importants du pays étaient en ruine. C'était une victoire massive pour Israël et une énorme défaite pour l'Iran. Cependant, il y a quelque chose que beaucoup ne prennent pas en compte. Israël n'a pas seulement porté préjudice à l'Iran le 12 juin, il a aussi provoqué une onde de choc en Russie. C'est parce que la plupart des systèmes de défense aérienne de l'Iran, qui sont justement les armes qui auraient dû arrêter l'opération Lion Ascendant, n'ont pas fait leur travail. La défense aérienne de l'Iran a échoué, et maintenant la Russie craint que ses propres défenses ne tombent encore plus rapidement. Avant d'approfondir les raisons pour lesquelles la Russie a si peur, il est important de faire un récapitulatif de l'opération Lion Ascendant. Pour évaluer l'ampleur des dégâts qu'Israël a réussi à infliger du 12 au 13 juin. On sait avec certitude que Lion Ascendant a dévasté certains sites militaires iraniens clés. La British Broadcasting Corporation rapporte que des explosions ont commencé à secouer la capitale iranienne, Téhéran, à 3h30 du matin, heure locale, et d'autres explosions ont rapidement été ressenties dans tout le pays. Quelques heures seulement après les frappes initiales, le site nucléaire de Natanz, situé à environ 225 km au sud de Téhéran, était en flammes. Une explosion massive a secoué l'installation, les forces de défense israéliennes confirmant plus tard la frappe et révélant qu'elle avait causé d'importants dégâts à l'installation. Bien qu'aucune augmentation du niveau de radiation n'ait été signalée, ce qui suggère qu'Israël n'a pas touché les installations les plus critiques du site, cela montrait clairement l'efficacité de la frappe israélienne. Natanz n'aurait jamais dû être frappé, pas plus que les sites nucléaires d'Ispahan et de Fordow, qui selon Cable News Network sont également apparus comme des cibles potentielles. Le même média rapporte que des images satellites montrent un impact significatif dans au moins l'un de ces endroits, et s'entretient avec le directeur du projet Iran du groupe international de crise, Ali Vaez. Selon Vaez, la chaîne d'approvisionnement nucléaire a été entièrement perturbée. Cette chaîne est maintenant brisée, mais elle pourrait être reconstituée en quelques mois, parce que l'Iran possède à la fois le savoir-faire et le matériel nécessaire pour cela. Vaez note également que des frappes aériennes seules ne vont pas résoudre le problème nucléaire iranien. Israël ne s'en souciera pas. Frapper ces 3 sites une fois montre à Israël qu'il peut probablement les frapper encore et encore. Après tout, ce sont quelques-uns des sites les plus importants et dont les mieux protégés d'Iran. Leurs défenses aériennes ont échoué. Maintenant, ces sites sont gravement endommagés. Au-delà de frapper des sites militaires clés, Israël a également réussi à éliminer certains des responsables militaires et nucléaires les plus importants de l'Iran. Le média australien Australian Broadcasting Corporation News affirme qu'au moins 12 responsables iraniens ont été tués lors de l'opération Rising Line, y compris plusieurs généraux clés qui sont conseillers du guide suprême iranien, Ali Khamenei. C'est énorme pour Israël. Ils ont lancé une stratégie de décapitation visant à éliminer les figures clés du régime iranien. Et encore une fois, ils ont réussi tout cela avec des frappes aériennes contre lesquelles l'Iran était censé pouvoir se défendre. En plus de tout cela, l'Iran affirme qu'au moins 78 personnes ont été tuées, y compris des civils et des enfants, selon la British Broadcasting Corporation. Nous détaillons davantage les réalisations de Lion Ascendant dans notre vidéo dédiée à la frappe initiale. Pour plus d'informations, consultez cela. Cela mène à une question évidente. Quel rapport tout cela a-t-il avec la Russie? La réponse se trouve dans les défenses aériennes de l'Iran. Les responsables russes font maintenant face à la réalité. Les défenses aériennes de l'Iran ont lamentablement échoué lors de l'opération Lion Ascendant. Les défenses aériennes iraniennes sont majoritairement constituées de systèmes russes ou de leurs copies, ce qui pose problème, comme le S-300 et le S-400. Ces systèmes sont censés être la crème de la défense aérienne russe, et le Kremlin vient d'être forcé de regarder alors qu'ils se révèlent absolument inutiles face à une attaque aérienne concertée et bien organisée menée par des hordes de chasseurs israéliens. C'est selon Defense Blog, qui souligne la peur qui se répand actuellement parmi les commentateurs militaires russes. Selon les forums militaires russophones et les commentaires non officiels partagés sur les chaînes pro-Kremlin. Defense Blog affirme que l'opération israélienne a amplifié les doutes existants quant à la capacité de la Russie à résister à une attaque coordonnée d'un adversaire technologiquement avancé, comme l'OTAN. Comme l'a dit un commentateur, tout le monde ici comprend que c'est exactement ce qui arriverait à la Russie si un pays de l'OTAN décidait d'agir. Ce point sur l'OTAN mérite d'être approfondi.
Tout d'abord, il est important de comprendre à quel point les systèmes de défense aérienne vantés par l'Iran étaient profondément ancrés dans la technologie russe. Comme l'a rapporté Forbes en août 2024. L'Iran recevait constamment des systèmes russes pour renforcer ses défenses aériennes. À l'époque, de nombreux radars russes et équipements de défense aérienne étaient envoyés, bien que Forbes n'ait pas su précisément ce qui était expédié. Il a toutefois souligné que l'Iran utilisait déjà le système de défense aérienne russe prétendument avancé, S-300PMU, 2, ainsi que ses systèmes à plus courte portée, B, UK et TOR. L'Iran souhaite depuis longtemps acquérir le système russe S-400, ce qui est envisageable. La livraison d'août 2024 comprenait ce système. Paul Hayden, contributeur principal chez Forbes, avait déjà déclaré à l'époque qu'il s'agissait d'un jeu dangereux de la part de la Russie. Toute livraison imminente ou en cours de matériel militaire russe avancé à l'Iran pourrait s'avérer risquée pour Moscou, a déclaré Hayden. L'Iran a juré d'attaquer Israël depuis l'assassinat, le 31 juillet, du chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran. Toute attaque iranienne provoquerait probablement une riposte israélienne, pouvant détruire du matériel militaire iranien avancé, dont des systèmes russes. Hayden ignorait probablement la portée prophétique de ces paroles. L'Iran a effectivement tenté de réagir à l'assassinat, mais cette réponse n'a pas déclenché l'opération ligne montante. Pourtant, lorsque Israël a finalement commencé à frapper l'Iran durement, tous ces systèmes de défense aérienne russes ont été mis à l'épreuve, et ils ont échoué, lamentablement. Comme le note Defense Blog, le fait qu'Israël ait lancé une campagne aérienne à haute intensité contre ses défenses aériennes les a exposées pour ce qu'elles sont réellement. Des armes qui sont correctes pour abattre des drones et certains missiles longue portée, mais totalement inutiles face à une opération aérienne complexe. Et cela ramène au problème de l'OTAN mentionné précédemment. Les défenses aériennes de la Russie ont déjà eu du mal face à la méthode de l'Ukraine pour les neutraliser. Nous verrons plus tard à quel point elles ont eu des difficultés. Mais comme le souligne Defense Blog, l'Ukraine s'est appuyée sur une combinaison de drones modifiés, de lanceurs High Mobility Artillery Rocket System, de missiles anti-radar, Air-to-Ground Missiles, 88 High Speed Anti-Radiation Missiles, et de technologies similaires pour détruire ce qui a déjà été neutralisé jusqu'à présent. Cette approche est rentable et vise généralement les défenses aériennes russes à petite échelle. Une attaque ici, une frappe là-bas. L'Ukraine a progressivement affaibli les défenses aériennes russes à des endroits clés, ouvrant la voie à des frappes de drones et de missiles à longue portée ailleurs. Et lorsque cela n'a pas fonctionné, l'Ukraine a submergé les systèmes russes en envoyant des hordes de drones comme leur pour permettre à ses munitions d'attaque d'atteindre leurs cibles. La faiblesse de la défense aérienne russe a déjà été exposée par l'Ukraine. Mais la Russie n'a jamais été confrontée à une attaque comme celle qu'Israël a menée contre l'Iran. Parce que l'Ukraine n'a pas la capacité aérienne de faire quelque chose comme ça. Selon le Jewish News Syndicate, l'opération ligne montante a vu Israël attaquer environ 100 cibles en utilisant 200 avions qui ont largué 330 munitions. Sur le plan aérien, l'Ukraine ne peut rivaliser avec Israël. La plupart des avions qu'Israël a utilisés contre l'Iran étaient des avions de chasse. Selon Global Firepower, qui classe chaque année 145 nations en fonction de la puissance de leurs forces armées, l'Ukraine ne dispose que de 70 avions de chasse, dont seulement 39 sont en état de préparation au combat. Toute sa force aérienne ne compte que 324 appareils, dont 178 sont prêts au combat. Le point ici est que l'Ukraine dispose de moins d'appareils prêts au combat qu'Israël n'en a utilisé pour frapper l'Iran, sans même parler des avions de chasse qu'il lui faudrait pour mener une attaque de ce type. Mais l'OTAN, c'est une autre histoire. Selon Statista, en 2025, l'OTAN dispose d'un nombre impressionnant de 22 377 appareils répartis entre ses 32 États membres. Plusieurs de ces États, dont la Turquie et la France, possèdent plus de 1000 appareils, et beaucoup d'autres en ont des centaines. De plus, selon Statista, les États-Unis possèdent 14 341 appareils. Bien sûr, tous ces appareils ne sont pas des avions de chasse. Néanmoins, de nombreux avions le sont, et comptent parmi les plus sophistiqués au monde. L'arsenal collectif de l'OTAN comprend des F-35, des Eurofighter Typhoon, des Mirage français, et de nombreux autres avions de chasse. C'est ce qui inquiète tant la Russie. La Russie a constaté l'échec catégorique des défenses aériennes qu'elle a fournies à l'Iran. Face à 200 avions de chasse israéliens, l'OTAN, en tant que collectif, peut déployer des centaines, voire des milliers d'appareils du même type contre la Russie.
Et si les S-300, les centaines de Buk, Thor et peut-être même les S-400 de l'Iran n'ont rien pu faire pour arrêter les avions israéliens? Quel espoir aurait-il face à une force bien plus importante de chasseurs de l'OTAN lançant une attaque concertée contre des sites militaires russes clés? C'est le problème, mis en lumière par Defense Blog. Il décrit l'attaque d'Israël comme impliquant un déploiement massif de chasseurs, de missiles de croisière avancés et une stratégie aérienne multiniveau. Ce sont toutes des choses auxquelles l'OTAN a accès. Il souligne aussi que les approches de l'Ukraine et d'Israël ont révélé des failles dans le système de défense aérienne russe. Malgré ces différences d'échelle et de sophistication, indique le blog, en parlant des deux approches. Les résultats ont révélé des faiblesses similaires dans l'architecture de défense aérienne russe et iranienne. Beaucoup de ces faiblesses proviennent de principes de conception communs et de plateformes héritées. En bref, les défenses aériennes de l'Iran se sont révélées inutiles face à l'opération ligne montante. Les défenses de la Russie, qui comprennent les mêmes types d'équipements et un principe de conception similaire, sont vouées à connaître le même type d'échec face à l'écrasante supériorité aérienne de l'OTAN. Defense Blog met en avant une évaluation récurrente qui résume bien la situation de la Russie. Une défense aérienne absolument impuissante lorsque tout ce que nous voyons dans le viseur, c'est tout ce que nous avons. Mais pourquoi est-ce un problème pour la Russie? Elle ne combat pas contre l'OTAN après tout. Et même si la stratégie de l'Ukraine a été efficace, ce n'est pas la même chose qu'une frappe aérienne dévastatrice qui détruit des dizaines de sites militaires russes en quelques jours. Alors pourquoi ce qui s'est passé en Iran a-t-il exposé les peurs les plus profondes de la Russie? Une partie de la raison tient au fait que la Russie, bien qu'elle ne soit pas en guerre avec l'OTAN pour l'instant, prévoit d'aller au-delà de l'Ukraine si elle parvient à y remporter une victoire. C'est ce qu'affirment plusieurs membres de l'Alliance, dont le chef de la défense allemand, Carsten Breuer. Le 1er juin, la British Broadcasting Corporation a rapporté les propos tenus par Breuer lors du sommet de la défense Shangri-La Dialogue à Singapour, en faisant référence à ce qui se passe actuellement en Russie. Il y a une intention, et il y a une accumulation des stocks. Puis il a lâché la bombe. Et c'est ce que les analystes évaluent dans 2029. Nous devons donc être prêts d'ici 2029. Si vous me demandez maintenant, est-ce une garantie que ce ne sera pas avant 2029? Je dirais non, ce n'est pas le cas. Nous devons donc nous préparer au combat dès ce soir. L'idée ici, c'est que beaucoup au sein de l'OTAN pensent qu'une attaque russe contre un État membre de l'OTAN est imminente, et qu'elle arrive bientôt. Selon Breuer, moins de 4 ans reste le délai estimé, ce qui pose problème pour Poutine. Il peut supposer qu'il peut lancer le même type de campagne contre une petite nation de l'OTAN, comme l'un des États baltes, que celle qu'il mène en Ukraine. Et il écrirait probablement, ou, pas pour rien, l'article 5 de la charte de l'OTAN. Selon cet article, tous les membres de l'OTAN ont le devoir de venir en aide à tout membre qui serait attaqué sur son propre territoire. Si Poutine attaque un membre de l'OTAN, il devra affronter toute la puissance des forces aériennes combinées de l'OTAN mentionnées précédemment. Bien que de nombreux membres de l'OTAN, en particulier les Européens, craignent que la coalition ne soit pas prête pour une guerre contre la Russie. Ce qui s'est passé en Iran a également prouvé que les défenses aériennes de la Russie ne sont pas prêtes pour l'OTAN. Ce serait vrai si ces défenses étaient pleinement opérationnelles, comme pour l'Iran. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui nous amène à la deuxième raison pour laquelle les événements en Iran posent un tel problème à la Russie. Les troupes de Poutine sont déjà grandement affaiblies. Nous avons déjà évoqué la façon dont l'approche de l'Ukraine pour neutraliser les défenses aériennes russes est très différente de ce qu'Israël a réussi en Iran et de ce que l'OTAN pourrait faire à la Russie. Mais différent ne veut pas dire inefficace. L'Ukraine a détruit de nombreuses défenses aériennes russes, selon le ministère ukrainien de la Défense. 1187 défenses anti-aériennes russes sont désormais en ruine, aussi bien en Russie que sur le champ de bataille ukrainien. Il y a de nombreux exemples de réussite en Ukraine. Prenez simplement l'exemple du 15 juin. Juste 3 jours après qu'Israël a lancé l'opération Lion-Levant. L'Ukraine a utilisé des drones de renseignement pour détruire environ 70 millions de dollars de défense aérienne russe dans la région de Zaporizhia, dans le sud-est du pays. Pour réussir cette frappe, United 24 Media affirme que l'Ukraine a dû toucher un système de défense aérienne sur le territoire ukrainien occupé par la Russie. Cette fois, ils ont détruit un système de défense aérienne Pantsir-Sun avec une paire de drones kamikazes. Des images filmées par un autre drone ukrainien ont montré que le Pantsir a raté sa cible avec un missile avant de passer à son canon de 30 mm pour tenter de l'abattre. Les 2 tentatives ont échoué. Le premier drone a atteint sa cible.
Bien que ce drone n'ait pas désactivé le Pantsir, un second y est parvenu en touchant le module de combat du système. Il existe de nombreux autres exemples, où l'Ukraine réalise de tels exploits contre les défenses aériennes russes. Cet incident particulier montrant également qu'un Pantsir est capable de rater un drone avec un missile. Quel espoir un tel système de défense aérienne aurait-il face à des avions de chasse et missiles de croisière supersoniques? Malgré leur succès, la Russie perd de plus en plus de systèmes de défense aérienne au quotidien. Poutine fait face à une réalité. Sa stratégie anti-aérienne affaiblit flanche face à l'Ukraine. Et elle serait inutile face à un bombardement aérien mené par l'OTAN. Et la situation empire pour la Russie. En approfondissant l'opération ligne montante, on découvre qu'Israël a réussi à mener cette attaque. En partie parce que ses agents du Mossad ont réussi à s'infiltrer en Iran pour neutraliser une grande partie de ses défenses aériennes. Selon Cable News Network, le Mossad a réussi à introduire des armes en Iran avant les frappes israéliennes, que les agents ont ensuite utilisées pour pour cibler les défenses iraniennes depuis le territoire même de l'Iran. Selon Holly Dagrez, chercheuse principale à l'Institut de Washington, cela révèle la faiblesse des défenses de l'Iran contre la subversion. Selon Dagrez, le Mossad considère l'Iran comme son terrain de jeu depuis des années. De l'assassinat de hauts scientifiques nucléaires au sabotage des installations nucléaires iraniennes, Israël a prouvé à maintes reprises qu'il a toujours l'avantage dans cette guerre de l'ombre. Cela se déroule désormais au grand jour depuis les premières frappes de représailles en avril 2024. Il y a une bonne raison pour laquelle la Russie s'inquiète autant de ce que fait le Mossad en Iran. Tout cela reflète ce que l'Ukraine fait en Russie depuis que Poutine a envahi le pays. Les assassinats deviennent monnaie courante sur le territoire russe, même si l'Ukraine ne les revendique pas. Plusieurs exemples existent, comme l'assassinat du général russe Yaroslav Moskalik dans un attentat à la voiture piégée en avril. Et l'assassinat, cette fois avec une bombe dissimulée dans un scooter, du lieutenant-général Igor Kirillov en décembre. Ce sont des opérations dignes du Mossad, voire pire encore. Israël a secrètement introduit des armes en Iran lors de l'opération ligne montante. Ça vous dit quelque chose? Ça devrait. Le 1er juin, l'Ukraine a mené l'opération Toile d'araignée, détruisant un tiers de la flotte de bombardiers russes, une action très similaire à celle-ci. En utilisant des drones, ils ont été introduits en Russie discrètement par des camions. Tout cela signifie que Poutine doit faire face à une nouvelle réalité, où il sait que des agents ukrainiens opèrent sur son territoire. Mais il est impuissant face à eux, sinon il y aurait des informations à ce sujet. Les propagandistes du Kremlin adoreraient dire que la Russie attrape des espions ukrainiens partout dans le pays. Mais ce n'est pas le cas, car ces espions restent cachés et mènent des opérations réussies. Imaginez les conséquences d'une guerre entre la Russie et l'OTAN dans le futur. L'Ukraine a déjà révélé que la Russie partage les mêmes vulnérabilités que l'Iran, en matière de subterfuge, ainsi qu'en ce qui concerne la structure de la défense aérienne. Cela implique que les succès du Mossad en Iran pourraient inspirer de futures attaques aériennes contre la Russie. Si l'on combine ce subterfuge avec la puissance aérienne écrasante de l'OTAN, Poutine fait face à un problème sérieux. Une réévaluation attend la Russie dans le futur, conclut Defense Blog. Maintenant que Poutine a vu à quel point les défenses aériennes créées par son pays ont échoué face à Israël, il doit changer de stratégie. Il sait aussi que l'Ukraine est capable de mener des opérations similaires à celles du Mossad, ce qui signifie que ses défenses pourraient être neutralisées avant même d'avoir la chance de tirer sur les avions ennemis. On peut supposer que les nations de l'OTAN pourront également envoyer leurs propres espions sur le territoire russe si la défense collective estime un jour devoir réaliser une opération similaire à Rising Line. La crainte, de plus en plus exprimée ouvertement, est que lors d'une opération de l'OTAN, les missiles stratégiques russes et leurs infrastructures de grande valeur puissent être ciblés et détruits, en quelques heures, affirme Defense Blog. Des heures, pas des jours ni des semaines. Israël a démontré en direct que les défenses aériennes de la Russie ne sont pas aussi robustes qu'elles le devraient. Si Poutine est sérieux à propos d'une guerre contre l'OTAN, la puissance aérienne coordonnée semble être la plus grande faiblesse de la Russie. Et si Poutine envisage vraiment d'attaquer au-delà de l'Ukraine dans les 4 prochaines années, il n'aura pas beaucoup de temps pour y remédier. Dans un contexte où l'Ukraine détruit autant de ses systèmes de défense aérienne. Et tout cela sans même aborder la façon dont ce qui est arrivé à l'Iran pourrait affecter les futures ventes d'armes de la Russie. La réalité, c'est que l'Ukraine a déjà prouvé que toutes les armes russes sont nulles, et Israël vient juste d'ajouter un point d'exclamation à ce constat. La Russie manque d'acheteurs, comme le montre notre vidéo révélant la mauvaise qualité des armes russes.
Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour plus de commentaires sur les échecs militaires russes.